François m'a demandé de partager avec vous un petit peu, depuis quelque temps on l'explique et les collègues ont l'air d'apprécier, de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces 40 dernières années ou 50 dernières années, qui explique qu'on en est aujourd'hui dans une situation, pour nous, libéraux, assez compliquée. Alors d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis qu'un conflit d'intérêts ou des intérêts qui se cumulent à moi tout seul, puisque je suis toujours vice-président du Conseil de l'Ordre de l'Isère, vice-président du syndicat des médecins de l'Isère, président du syndicat des urologues, membre du conseil d'administration de l'Association française d'urologie. J'ai été vice-président de l'UCDF pendant 15 ans. Je suis à l'Académie de chirurgie. J'ai créé un cabinet d'assurance qui s'appelle Medirisque et je dirige une compagnie d'assurance qui s'appelle Panacea. Voilà. L'idée en tout cas qui me tient toujours, et je suis urologue libéral. J'ai plein d'amis branchés, voilà. Et mon idée simplement, depuis 30 ans, c'est de vous défendre, et je suis en ESPIC. Et voilà. Et tu peux m'appeler quand tu veux, puisque j'ai aidé un certain nombre de collègues dans les ESPIC en France et qu'on va probablement faire un syndicat des ESPIC pour faire en sorte qu'on puisse combattre la loi Macron. On peut en reparler, puisque la loi Macron nous donne 5 ans pour nous mettre en harmonie avec la dernière loi qui nous actionnait. Alors on va faire un topo, on va se balader un peu dans l'histoire un moment. Et j'ai mélangé dans mon topo un petit peu les dates importantes aussi d'un point de vue risques médico-légaux, puisque aujourd'hui je dirige une compagnie d'assurance, mais pour nous permettre de voir à quel moment notre métier à nous, médecins, il va changer. Alors d'abord, tout commence d'un point de vue des obligations médico-légales par le serment d'Hippocrate, 2400 ans avant Jésus-Christ, et notre droit français, d'un point de vue médico-légal, s'est calé sur le serment d'Hippocrate il y a 2400 ans avant Jésus-Christ, en particulier sur notre obligation d'information. Ça remonte à Hippocrate. Alors, je rajoute quelques chiffres pour vous dire à quel point notre société a évolué. En 1800, l'espérance de vie était 30 ans et 50% des enfants vont mourir avant l'âge de 10 ans. Donc, vous voyez qu'à l'époque, s'il y avait la Sécu, c'était assez simple, il n'y avait pas de retraite puisque tout le monde mourait à peu près à 30 ans. Voilà, en 1673, c'est Colbert le premier qui va avoir l'idée de créer la retraite. C'est la retraite des marins en 1673. En 1806, c'est la retraite de la Banque de France. On voit que les systèmes de retraite, c'est les deux plus anciens. L'espérance de vie, elle est 30 ans en 1800, mais 37 ans en 1810, c'est la vaccination contre la variole qui va permettre d'exploser l'espérance de vie de 7 ans, parce qu'en termes de société, 7 ans, c'est énorme. Point de vue risque médico-légal, l'Académie de médecine, en 1834, va estimer que personne ne peut juger les médecins après Dieu, et donc on est tranquille d'un point de vue risque, on peut faire ce qu'on veut, les barbiers peuvent tuer autant qu'ils veulent, il n'y a que l'Académie de médecine qui peut nous juger. En 1835, la Cour de cassation, dans sa sagesse, va estimer qu'effectivement, en dehors d'Hippocrate, personne ne peut juger les médecins. On est tranquille. En 1850, dans tous les départements de France vont se créer les syndicats médicaux. Et c'est les syndicats médicaux qui vont faire l'autorité des médecins dans les départements. Et moi, je dirige un syndicat à Grenoble qui a été créé en 1866. Et j'ai les archives qui remontent à l'époque. Et c'est le syndicat dans chaque département qui a défini le tarif des consultations, la répartition, qui avait le droit de s'installer à tel endroit. En 1879, ces syndicats de médecins vont rédiger ensemble le code de déontologie, puisque comme c'est eux qui font la justice dans les départements, en 1979, ils rédigent le code de déontologie. D'un point de vue assurance, c'est Bismarck qui, en 1880, en Allemagne, va créer le premier régime d'assurance sociale un peu complet. On va passer sur la création d'accidents de travail par les salariés de l'industrie. L'espérance de vie en 1900 est passée à 45 ans. En 1910, on crée la retraite pour les salariés, peu rémunérés comme les paysans et les ouvriers, ça commence en 1910. Voilà. Et puis la création de la CSMF, la Confédération des syndicats de médecins libéraux, elle va être créée en 1928. C'est le premier syndicat qui existe, aujourd'hui que certains d'entre nous aimeraient parfois voir disparaître, mais en tout cas il est créé en 1928. Il n'y avait à l'époque qu'un seul syndicat, tous les syndicats des départements se sont réunis dans une confédération. Et ils se sont réunis autour de 5 principes qu'est la médecine libérale. Et à l'époque, il n'y avait que la médecine libérale. Il n'y avait pas de médecin salarié nulle part. Liberté de choix du médecin par le patient, respect du secret professionnel, liberté de prescription, paiement à l'acte, et entente directe sur le prix entre le patient et le médecin. En gros, tous les médecins s'installent où ils veulent, en secteur 2. Et c'est le principe fondamental du socle de la CSMF. Et on verra que comme la CSMF va abandonner un certain nombre de principes, chaque fois qu'elle abandonnera un principe, on verra se créer un syndicat comme la Fédération des médecins de France quelques années plus tard. Voilà. Alors, aux États-Unis, en 1935, c'est Roosevelt qui va créer le Social Security Act et qui crée la deuxième Sécu, Bismarck en Allemagne, et aux États-Unis, 1935. D'un point de vue du risque médico-légal, en 1936, il y a, vous savez, l'arrêt de la Cour de cassation qui définit le contrat de soins.
L'arrêt Mercier. L'arrêt Mercier, c'est le socle de la consultation entre un médecin et un malade. C'est l'arrêt Mercier qui dit que nous, on doit lui appliquer les règles de l'art, on doit lui donner une information, on doit l'accompagner, et lui nous doit la vérité. Et la conclusion du contrat de soins, et c'est là où c'est très important, c'est le paiement à l'acte. Et c'est sur cet argument que j'ai gagné avec un syndicat de médecins, de dentistes, en conseil constitutionnel, pour dire que le tiers payant n'était pas possible. Parce que s'il y avait un tiers payeur, ça supprimait le contrat de soins de l'arrêt Mercier, et tout le droit français basé autour du contrat de soins s'effondrait. D'où le fait qu'on a gagné le fait que le tiers payant n'est pas possible en totalité sur tous nos actes. Voilà. C'est sur l'arrêt Mercier. En 1943, création du Conseil national de l'ordre des médecins, demandé par les médecins, voulu par les médecins. Et c'est vrai que le décret qui était dans les tiroirs est sorti à l'époque dans un gouvernement de collaboration, qui est le gouvernement Pétain. Mais en fait, les gens disent du coup l'ordre est né d'un accord pétiniste. En fait, l'ordre était déjà dans les tuyaux, demandé par les médecins, qui voulaient structurer leurs syndicats départementaux en une organisation disciplinaire qui permettrait de faire régner la police entre eux. Le Conseil national de la résistance, en 1944, va décider de la création de la Sécu. Les ordonnances sortiront le 4 et le 14 octobre 1945, et c'est donc la création de la Sécu sur une base bismarckienne avec une gestion des partenaires sociaux, des cotisations par les employeurs et les salariés, et la création du régime général. Voilà. Et c'est en 1945, lors de cette décision de la création de la Sécu, qu'on va partager le gâteau entre la sécurité sociale et les complémentaires santé. Les complémentaires santé, les mutuelles, elles ont été créées après la Révolution française pour l'entraide entre les paysans, etc. Et puis elles ont plus ou moins collaboré avec le pouvoir en place. Puis en décembre 1941, elles ont basculé dans la résistance. Et lors de la création du Comité national des résistants, les mutuelles ont participé à la création de la Sécu. D'où le fait qu'elles ont partagé le gâteau avec la Sécu. On a dit qu'est-ce qui dépend de la Sécu, qu'est-ce qui dépend des mutuelles. Et à l'époque, les mutuelles ont dit on s'occupe des dents et des lunettes. Et puis la Sécu a dit, nous on s'occupe de l'hospitalisation. Et les mutuelles ont dit, nous aussi on participe. 30% à peu près des frais d'hospitalisation, c'est nous les mutuelles qui le payons. Et on verra qu'au cours de l'histoire, au fur et à mesure où les lunettes vont se structurer, les dents vont se structurer, les maladies vont devenir importantes et il y a des médicaments qui sortent, les mutuelles vont négocier que dans le cadre des maladies lourdes, les ALD, les 30 maladies, à ce moment les mutuelles, elles disent, c'est plus nous qui payons. Et puis elles vont dire qu'à l'hôpital, s'il y a un acte chirurgical, c'est plus nous qui payons. Et puis elles vont se désengager progressivement et laisser la Sécu payer les plus grosses dépenses. Mais ça commence déjà en 1945. Voilà. Et en 1946, on va changer la Constitution française, qui a été copiée dans le monde entier, et qui dit que dans la Constitution, on donne un droit à la protection de la santé, de la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Les loisirs, c'est dans la Constitution. Juste pour rappeler, et c'est important, vous verrez tout à l'heure, qu'en 1945, il y a en France 39 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 70 millions. Donc, ce qu'on peut créer, on est à 69,7 millions, donc au dernier référendum. Et donc, vous voyez que quand on peut organiser des soins pour 39 millions et qu'un jour on est 70 millions, eh ben, ça pose un certain nombre de réflexions à avoir. L'espérance de vie est entre 65 et 70 ans. Aujourd'hui, entre 80 et 89 ans. On a pris 20 ans de plus. Et à l'époque, en 1945, il n'y avait que 16% de la population qui avait 60 ans. On va demain vers une population de plus de 60 ans qui va dépasser les 25%. Ce qui veut dire qu'en termes d'équilibre de cotisation retraite et de sécu, c'est compliqué. Parce que vous savez, 80% des dépenses de santé ont lieu la dernière année de notre vie. En France, en 1947, c'est le président Auriol, on s'en fout. On va créer la GIR que je vais vous faire avancer. Puis 3 régimes pour les non-salariés, non agricoles et les artisans. C'est-à-dire qu'en 1948, on a créé la caisse des travailleurs salariés. Et en 1948, on va créer la caisse pour les professions libérales, industrielles, les paysans, etc. Les dépenses de santé en 50, c'était 2,5% du PIB. Il faut dire qu'en 50, rappelez-vous, le premier antibiotique pris en charge et remboursé en France, c'est en 57. À l'époque, on endort à l'éther et il n'y a rien comme matos. Donc il n'y a que 2,5% du PIB. Aujourd'hui, on a plus de 10% du PIB parce que les coûts de dépenses ont explosé. La célioscopie arrive dans les années 80, l'anesthésie générale complexe avec des scopes ou autres dans les années 80. Les dépenses de santé vont exploser dans les années 80-90 et elles continuent aujourd'hui parce qu'on a des chimiothérapies qui peuvent coûter 400 000 € pour un seul patient. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a explosé le PIB. Alors la MSA va être créée en 52, on s'en fout. En 54, l'arrivée de René Coty. J'ai mis les présidents parce que vous verrez tout à l'heure que quels que soient les gouvernements de droite ou de gauche, on a eu des lois santé qui nous ont massacrés, nous les libéraux, dans notre indépendance. Le minimum vieillesse, c'est 56. Charles de Gaulle arrive en 59. Alors certains me disent qu'il était président après la guerre. Pas du tout, hein, il arrive président qu'en 59. À l'époque, en 60, on passe à 45 millions d'habitants.
Et puis on va créer en 61 le régime d'assurance maladie maternité des exploitants agricoles. Ça, c'était pour l'histoire. En tout cas, la Sécu a été créée, vous l'avez vu, en 47, et la première convention arrive en 60. Il aura fallu presque 15 ans pour qu'il y ait un accord conventionnel, et à l'époque, il y en a dans chaque département. Chaque caisse primaire d'assurance maladie passe un accord conventionnel avec le syndicat local, parce que l'ordre n'est pas encore actif, et c'est des syndicats qui négocient. Et on définit chaque année, plusieurs fois par an, par arrêté, nos tarifs. Et la Sécu déjà s'engage à ce que les tarifs augmentent plusieurs fois par an en fonction de l'inflation. Et vous savez, pour avoir aujourd'hui une consultation qui est à 23 € depuis 2000, pour ceux qui sont acteurs 1, on est passé à 25, mais depuis 2000, les augmentations n'ont pas augmenté. On y reviendra tout à l'heure. Donc à l'époque, dans toutes les conventions départementales, il y avait le droit pour tous les médecins de 3 dépassements. Dépassement pour fortune du patient, le DF, dépassement pour notoriété du médecin, le DN, et dépassement pour exigence de lieu et de temps qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, on vous invite à utiliser et qu'on peut utiliser dans une téléconsultation par exemple. Réforme Jeannet en 1967, qui est une réforme très importante. Elle va créer la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS présidée par Revel. Elle va créer la Caisse nationale des allocations, de l'allocation vieillesse des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'allocation familiale. Donc c'est en 67 qu'on crée ces grands monstres. Vous voyez qu'elles n'ont pas 100 ans et on crée une agence qui va gérer, qui est la COS. Georges Pompidou arrive en 69, il va être malade, etc. C'est Poher qui le remplace. On va créer l'amélioration des pensions des salariés, on s'en fout, en 71. Première convention nationale en 71. C'est la première fois qu'il y a une convention. C'est que la convention est discutée entre les représentants des syndicats et on en a fait avec François un certain nombre. On monte au niveau de la Caisse nationale des travailleurs salariés et on passe 8 heures, 10 heures, 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures, 72 heures sans dormir autour d'une table comme ça. On ouvre des petits plateaux, on discute. Le directeur de la caisse, lui, va dormir 3 heures, il revient et on vous épuise jusqu'à ce que vous acceptez une convention. Quand on discute la convention, par exemple, on va discuter de la consultation des spécialistes. On dit, nous, que 23 €, c'est pas assez. On arrive à monter à 35 €, 40 € la consulte. On s'endort 2 heures, on nous sort un nouveau texte et le 40 € a disparu, il est redevenu 23. Donc on dit, mais enfin, on avait dit 40. Oui, mais non, on a remis 23 et on repart à zéro pendant 3 heures ou 4 heures. Et depuis les ordonnances Juppé, siège à la discussion des conventions nationales, l'UNOCAM, qui est l'Union nationale d'organismes des assurances complémentaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune décision qui est prise par Revel ou avant Van Ruggen sans qu'ils se retournent vers les mutuelles en disant vous êtes d'accord. Et mutuelle a dit, et à ce moment-là, il dit non, c'est pas d'accord, on n'avance pas. Et ça, c'est des ordonnances Juppé, on va y revenir. En 71, les médecins se rendent compte que la démographie explose, que leur revenu va diminuer, et c'est les médecins qui vont demander le numerus clausus qui se met en place d'une façon arbitraire en 71. Les tarifs sont fixés par arrêté, et la Sécu, qui a promis une augmentation de nos tarifs 2 à 3 fois par an, se rend compte au bout de quelques années où l'inflation commence à être à 5 ou 6 points. On verra que dans les années 80, l'inflation elle va être à 12 à 14 points par an. À ce moment-là, la Sécu dit on ne peut plus payer d'augmentation. Ce qu'on vous propose, et c'est le début du marchandage avec les médecins qui est catastrophique, on propose aux médecins de prendre en charge leurs cotisations sociales. Les cotisations sociales d'un médecin de secteur 2, côté Sécu, c'était 6%. En caisse primaire d'assurance maladie, c'est 9%. Pour les médecins de secteur 1, ils payent que 0,11% de leur cotisation Sécu. On n'a pas augmenté leurs tarifs, on a dit on vous prend en charge vos cotisations. Première erreur syndicale, il ne fallait pas accepter, puisque quand la Sécu commence à vous prendre vos cotisations, elle n'augmente pas vos tarifs et ça peut durer des années. Et puis, il va y avoir un tiers payant mis en place avec les établissements de santé, c'est-à-dire que les établissements de santé, les cliniques, les malades ne payent plus le chirurgien, c'est la Sécu qui paye la clinique. Alors la FMF va estimer que le paiement direct de l'acte n'est plus respecté, et un groupe de médecins, dont mon père à l'époque, vont partir de la FMF et vont partir de la CSMF et vont créer la Fédération des médecins de France. La CSMF va garder le trésor de guerre, des bâtiments immobiliers à Paris, etc. Et les médecins de la FMF vont partir sans rien. Ils vont obtenir le secteur 1 avec des passements permanents, il n'y en a presque plus. Ce sont donc des médecins titrés qui sont conventionnés secteur 1, avec les avantages sociaux de secteur 1, mais qui ont le droit à faire des passements d'honoraires. Parce qu'à l'époque, les médecins dits titrés, anciens chefs, anciens assistants, ne signent plus la convention. On maintient le DE, on met en place du numerus clausus. Vous savez qu'on est descendu jusqu'à 3500 étudiants pris en deuxième année de médecine, alors qu'avant on en prenait 8500, et on remonte progressivement. On va atteindre 10 000 avec la réforme Macron, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Et puis à l'époque, premier, deuxième ou troisième mensonge de la Sécu à l'époque, on est à la deuxième convention nationale. Elle dit, pour les chirurgiens, on avait décidé lors de la première convention départementale, on avait dit qu'on payait une appendicite 50 consultes. D'accord ? C'était facile.
Et puis un jour, ils nous disent, on est embêté parce qu'on paye aux chirurgiens, aux anesthésistes qui commencent à apparaître, on paye des milliers de consultes, mais on ne sait pas ce qu'est des consultes et ce qu'est des actes. Alors si vous êtes d'accord, vous les médecins, on vous propose de créer une nouvelle lettre, la lettre K. Et on payera 50 K, ça sera 50 consultes, toujours, on vous promet. Mais par contre, nous, Sécu, on sait ce qu'on paye. On sait si on paye de la chirurgie ou si on paye des consultations. Et en fait, aujourd'hui, le K est à 2 € et la consulte est à 25. Le K n'a plus jamais bougé. La Sécu, ce qui fait qu'une Apindoc qui est aujourd'hui payée 50 K, le K à 2 €, c'est 100 €. Une Apindoc, elle devrait valoir 1000 €. Et l'anesthésie, 500 €. Une néphrectomie élargie aujourd'hui qui est payée 450 €, elle devrait être payée 4500 €. Une prothèse de hanche qui est payée aujourd'hui 290 € ou 300 €, elle devrait être payée 3000 €. La Sécu n'a jamais respecté la parole donnée sur le K égale C, jamais. Par contre, elle a négocié dans la convention qu'au-delà d'un cas 50, les malades sont pris en charge à 100% en chirurgie. Les mutuelles à la convention de 71 se sont désengagées du remboursement de la chirurgie. Et vous verrez à quel point aujourd'hui les complémentaires santé gagnent bien leur vie. Alors, en 73, on s'en fout. En 74, c'est la loi sur l'IVG, changement du code de déontologie. 74, élection de Valéry Giscard d'Estaing, qui nomme donc Simone Veil. Création de l'assurance vieillesse obligatoire en 75. Deuxième convention nationale en 76. Deuxième convention nationale. Vous voyez que on est à peu près tous nés en 76, sauf notre jeune collègue là-bas, mais vous voyez que c'est assez récent. Apparition du tiers payant pour les actes lourds, expérimentation, et voilà, c'est à peu près la même, elle ne bouge pas beaucoup. Et puis en 78, on dit que les allocations familiales sont dues de façon identique en 78 pour tous les résidents, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur pays d'origine. 1980, troisième convention nationale. On est toujours avec un gouvernement de droite, avec Raymond Barre au pouvoir, un ministre de la Santé qui a changé. Et en fait, la Sécu se rend compte qu'elle ne peut pas augmenter chaque année les tarifs, puisque l'inflation est à 12%, les taux bancaires sont à 17%. Donc la Sécu dit on ne peut pas augmenter tous les ans de 12% les tarifs, puisque l'erreur qu'a commis le Comité national de la résistance, quelque part, c'est qu'il a créé la Sécu sur le travail. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Le déficit de la Sécu cette année, c'est 5 milliards. Quel est le déficit de l'école cette année ? 9 ou 10 ? 70 milliards. Quel est le déficit de l'armée cette année ? 35 milliards. Si vous additionnez le déficit de l'école et le déficit de l'armée, vous êtes à 100 milliards de déficit pour ces deux institutions, contre 5 milliards de déficit pour nous. C'est peanuts. Le problème, c'est que l'école et l'armée sont payés par l'impôt. Donc c'est déficitaire, on paye, on augmente, on met des milliards sur la table. Sous Hollande, on est passé de 67 milliards d'euros pour l'éducation nationale à 70 milliards. On a pris 3 milliards sur les impôts pour les mettre dedans. Personne n'a rien vu et ce n'est pas un problème. L'école doit être forte et c'est logique. Le problème de ce qu'a créé la Comité nationale de la résistance, la Sécu est financée par les cotisations sur le travail. Donc quand vous avez une inflation de 12%, toute la matière première achetée par l'hôpital, par les cliniques, par les médecins, augmente de 12% par an. Les salaires augmentent de 6 à 7% par an. Et en plus, dans les années 80, la médecine moderne arrive, les médicaments modernes arrivent, les antibiotiques arrivent, les médicaments, les chimios. Donc les dépenses de santé croient de 25 à 30% par an. Il faudrait donc augmenter les cotisations sociales de 30% par an. Or, c'est le premier choc pétrolier, le chômage explose, et on ne peut pas continuer à laisser déraper les dépenses de santé parce que c'est prélevé sur le travail. C'est uniquement pour ça que notre monde médical, libéral et hospitalier est en crise, parce qu'on ne peut pas récupérer 5 milliards de plus sur les cotisations du travail. D'où mon idée depuis des années, qui est de créer une TVA sociale, de prendre 1 point de plus sur la TVA pour la Sécu, et non pas 2 points, 10 points, 15 points de plus sur les cotisations sociales des travailleurs, parce que sinon vous déclenchez une vague de mise au chômage qui est ingérable. Voilà, donc la FMF va alors négocier avec le gouvernement et va trouver un accord en 1980 pour créer le secteur 2 pour tous, en disant, puisque vous ne pouvez pas augmenter nos honoraires, bah nous, on va retrouver notre liberté tarifaire. Et la FMF signe la liberté tarifaire et la création du secteur 2 contre la CSMF, qui se bat contre et qui a jusqu'à encore récemment été contre. Va créer à ce moment-là 2 syndicats, un syndicat poussé par François Mitterrand en 80, qui est MG France,
parce que François Mitterrand voulait pouvoir compter sur un syndicat pour signer les conventions successives en fonction de son idéologie politique. Et puis on a un homme, on peut lui rendre hommage, qui est Dino Cabrera, qui fait preuve d'un caractère et d'un orgueil fort, qui va créer le syndicat des médecins libéraux, considérant qu'il faut du secteur 2, là aussi, pour tout le monde, et de la liberté tarifaire. Le secteur 2 est créé, et les médecins, tous, médecins généralistes, médecins spécialistes, peuvent choisir le secteur 2. Pas de problème, la Sécu est d'accord, avec tact et mesure, on sait ce que c'est qu'en gros, on fait à peu près ce qu'on veut, en respectant quand même un peu les patients. Et puis à ce moment-là, la Sécu va essayer d'augmenter la prise en charge des cotisations de médecins de secteur 1. Et aujourd'hui, la prise en charge des cotisations sociales des médecins de secteur 1, ça représente 2 milliards d'euros chaque année d'aide pour les médecins. Voilà. En 1982, et c'est lui qui est responsable de la crise des retraites que nous vivons aujourd'hui, François Mitterrand décide d'abaisser l'âge de la retraite à 60 ans. L'âge de la retraite à l'époque, dans tous les régimes, était 65. Mitterrand a offert 5 ans de retraite à tout le monde, sans prévoir que l'espérance de vie des gens allait exploser. Il est responsable de ça. Je vous rappelle qu'en 1985, la consultation d'un spécialiste en anesthésie, c'était 125 francs. 125 francs en 85, ça fait 17 euros. 17 euros en 85, on va se rendre compte que 15 ans plus tard, en 2000, on est passé à 22,80 euros. Et en 2000, juste 2000, on est passé à 23 euros. Donc, c'est-à-dire que nous sommes passés de 17 euros en 85 à 23 euros en 2000. Et aujourd'hui, on est, pour nous qui sommes en secteur 2, toujours à 23 euros. Et les secteurs 1 à 28 euros. Ce qui veut dire qu'on n'a pas suivi du tout l'inflation. Si on avait suivi l'inflation aujourd'hui, notre consultation... Alors à l'époque, une place de ciné, c'est environ une heure de travail, c'est environ 10 francs, 10 à 12 francs. Donc il fallait à peu près 5 à 6 heures de travail pour se payer une consultation. Aujourd'hui, le SMIC est à 11 euros. Si c'était 6 heures de travail, on serait à 70 euros la consultation, tarif opposable, et non pas à 25. À l'époque, la place de cinéma valait à peu près une heure de travail. Il fallait à peu près 7 à 8 places de cinéma pour se payer une consultation. Aujourd'hui, la place de ciné, elle est entre 10 et 13 euros selon la qualité du film. Si c'était 7 places de ciné, on serait à presque 80 euros la consultation, si ça avait suivi l'inflation. Et donc, ça n'a pas suivi l'inflation, ça a décroché. En 1985, on obtient quand même au niveau du Code de santé publique un article très important qu'on a affiché dans la salle d'attente avec l'AL. Et Jérôme, à l'époque, on l'a retrouvé grâce à un plasticien. Le Code de santé publique dit que dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, les médecins doivent garder leur liberté d'exercice et d'indépendance professionnelle et être assurés par le principe de la liberté d'installation, la liberté de prescription, le secret et le paiement direct des honoraires par le malade. Ce qui veut bien dire que le tiers payant n'est pas possible et qu'on se bagarre pour maintenir notre liberté d'installation. Cet article fondamental est toujours dans le Code de santé publique et c'est là-dessus qu'on l'utilise pour défendre dans la Convention nos statuts. Le 1er décembre, création du RMI, vous le savez, en 1986. La CSG est créée en 90. La CSG est créée en 90, mais il me manque des diapos là, excusez-moi. Ah non, c'est bon. La CSG est créée à l'époque par Rocard parce que la CADES, qui est la caisse qui accumule tous les déficits de la Sécu, va atteindre 100 milliards et qu'on crée une taxe spéciale à nouveau sur le travail pour financer la dette. Voilà. Aujourd'hui, la CADES, la caisse qui cumule toutes les retraites, les déficits de la Sécu, c'est 220 milliards. Vous voyez que c'est 2 ans du budget de l'éducation nationale et de l'armée, que 2 ans. Et c'est à peu près 3 ans de l'aide sociale, parce que chaque année en France, on distribue 85 milliards d'aides sociales. 5e convention, 1990, à nouveau de la part de l'assurance maladie et de la part des syndicats qui ont signé, c'est la CSMF qui signe, et MG France, la fermeture du secteur 2. Ça s'est fait durant l'été 90, ils ont fermé le secteur 2, en quelques heures, ils ont dit on ferme le secteur 2, on le ferme. Les collègues n'ont jamais été informés. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué s'ils veulent fermer l'Optamco et l'Optam, parce que grâce aux réseaux sociaux, s'ils prennent la décision, on vous informe. En 24 heures, vous faites vos courriers en recommandé, vous sortez de l'Optamco, ils vont retrouver votre liberté tarifaire. Pour ceux qui sont en secteur 1, vous resterez dans l'Optamco. Mais on a obtenu, avec le bloc, et c'est moi qui y étais, le fait qu'on a obtenu pour ceux qui étaient titrés le droit d'avoir l'Optamco, même s'ils étaient bloqués en secteur 1, et l'Optam pour ceux qui sont anesthésistes. Donc on nous ferme la liberté de choix. Les chefs de clinique vont déclencher une grève historique qui va durer 3 mois. Et à l'issue de ça, on va réouvrir le secteur 2 que pour les médecins titrés. Là, il y a une erreur stratégique de tous les autres syndicats. La FMF a soutenu les chefs de clinique, mais les autres syndicats n'ont pas voulu soutenir le mouvement. Et du coup, le gouvernement va relâcher le secteur 2 que pour les médecins, anciens assistants, anciens chefs.
alors qu'il aurait fallu le réouvrir pour tout le monde. C'était ça, l'équité et la liberté. Du coup, n'est ouvert le secteur 2 depuis cette époque, depuis 1990, depuis 29 ans, uniquement pour les secteurs 2 titrés, uniquement lors de la première année d'installation. Et je vous remets le cas à l'époque, le cas est toujours à 2,09. En 1993, Simone Veil, dans sa sagesse, a bien compris que la seule façon de limiter un petit peu l'accès aux soins et l'accès aux soins abusifs, c'est que les gens payent un petit peu de leur poche. C'est le ticket modérateur qui est créé par Simone Veil et qui depuis a été effacé par un certain nombre de mesures. En 1995, élection de Jacques Chirac, on va y revenir, puisqu'il va soutenir la loi HPST et les ordonnances Juppé quelques temps plus tard. La loi HPST, pardon, c'est Sarkozy, mais les ordonnances Juppé, c'est bien lui. Jacques Chirac arrive, il nomme Juppé au pouvoir, et Juppé décide, devant le fait que l'inflation augmente, les dépenses de santé dérapent, il décide de bloquer les dépenses de santé purement et simplement. Et il va faire plusieurs choses, Juppé. La première chose qu'il va décider, c'est que dorénavant, il va confier aux parlementaires, les députés et les sénateurs, de voter chaque année, 1 an à l'avance, les dépenses de santé de l'année suivante. C'est le PLFSS. Chaque année, on vous parle du PLFSS. Comme si les parlementaires avaient une intelligence suprême pour être capables de calculer ce qu'on va dépenser l'année suivante. Si vous avez une épidémie de grippe, si vous avez un nouveau médicament qui sort, c'était le cas pour l'hépatite C, si vous avez une autre dépense, eh ben, on ne le sait pas, mais on bloquera quand même les dépenses de santé. C'est le projet de loi de financement de la Sécu qui est toujours voté en octobre et dans lequel on doit respecter un objectif national de dépenses d'assurance maladie qu'on appelle l'ONDAM. Chaque année, depuis Juppé, on décide à la Sécu combien on va dépenser. Et lorsqu'on confie à des parlementaires le pouvoir de légiférer, ils viennent faire nos métiers, mais surtout ils viennent contrôler nos métiers. Puisque c'est eux qui ont le portefeuille, ils mettent en place dans le PLFSS chaque année des centaines d'articles dont l'objectif principal est de nous contrôler. Mettre en place de procédures. Et quand vous avez un non-sachant qui veut contrôler un sachant, eh ben, il oblige le sachant à remplir des cahiers de procédures et des contrôles pour s'assurer qu'il est bien dans les cordes que moi, parlementaire, j'ai décidé. À partir de 90, chaque année, les PLFSS, je les ai tous lus, depuis bientôt, à l'époque, j'étais président national des internes, ça fait donc 22 ans que je lis tous les PLFSS, et dans chaque PLFSS, vous avez des mesures qui ont pour seul objectif de contrôler les médecins, voire de les sanctionner en cas de dérapage. Il va ensuite créer les agences régionales d'hospitalisation, qui sont devenues plus tard les ARS avec la loi Bachelot. Les ARS aujourd'hui, c'est 1 milliard d'euros de frais de gestion chaque année, uniquement pour les salariés. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, il va créer les conventions d'objectifs et de la gestion entre l'État et les branches, c'est-à-dire qu'il doit d'abord la Sécu à l'objectif de rendre des comptes. Et puis, il va créer le reversement. Le reversement, je suis à Paris avec mon copain Pierre Monger-Artus. Je lis le journal officiel et je découvre le reversement. Le reversement, c'est quoi? C'est qu'en fin d'année, on demande aux médecins libéraux de rembourser le déficit de la Sécu. Donc cette année, on demanderait aux médecins libéraux de rembourser 5 milliards de déficit. À ce moment-là, les syndicats en place, CSMF ou les autres, vont réagir vaguement. Et moi, qui suis président à l'époque des internes, je décide de vous lancer en grève et on va attaquer une grève pure et dure qui va paralyser les hôpitaux. Je vous lance à ce moment-là en toute la France. Chaque jour, on bloquait soit les gares, soit les péages, soit les caisses primaires nationales. On lâchait des souris dans les caisses, on foutait le feu, on a fait des manifs. Et au bout d'un moment, j'ai obtenu de signer la suppression du reversement pour les jeunes installés. Et puis, il faudra 1 an plus tard que le gouvernement accepte de le supprimer pour tout le monde. Mais à l'époque, c'est là que... C'est là où on a manifesté. Ouais, c'est là où on a manifesté avec la Sim Camille. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça a été un peu mouvementé. Et moi, j'étais en négociation avec Van Rockeguen en 97, lorsqu'on a bougé tous ensemble. C'est le début de mon engagement syndical national. Alors après, d'un point de vue du risque médico-légal, c'est en 1995 qu'on impose aux médecins d'informer le malade avec une information loyale, claire et appropriée, et que ça rentre dans le Code de santé publique. C'est depuis 1995 qu'on a cette obligation. La CADES est donc créée en 1996 pour payer la dette sociale. On a créé la CSG, on crée la CRDS. En 1997, on met en place la carte vitale. Et puis en 1997, d'un point de vue médico-légal, il y a un arrêt de la Cour de cassation très important qui est l'arrêt Edreuil. En 1997, M. Edreuil, qui est un patient qui a une coloscopie, a une perforation du côlon, il va perdre au niveau du TGI, puis la Cour d'appel, il va aller en Cour de cassation. La Cour de cassation va estimer dans sa sagesse que c'est au médecin à prouver qu'il a informé le malade de tous les risques. Et c'est au médecin qui doit avoir la capacité de démontrer devant une juridiction qu'il a fait son travail d'information. Cet arrêt Edreuil va bouleverser l'environnement médico-légal en France,
les procédures vont tomber, les médecins sont condamnés parce que le malade dit « il ne m'a pas informé ». Et s'il ne m'a pas informé, j'ai perdu une chance d'éviter ce risque. J'ai perdu une chance d'éviter ce risque. Celui qui est responsable de ma perte de chance, c'est le praticien, indemnise 100%, jusqu'à 100% des préjudices liés à cette perte de chance d'avoir choisi autre chose. C'est l'arrêt Edreuil qui va bouleverser le médico-légal. L'ironie de l'histoire, c'est que Edreuil va ensuite retourner en cour d'appel pour essayer d'être indemnisé. La cour d'appel, dans sa sagesse, va estimer que comme son père avait été mort d'un cancer du côlon, il n'aurait pas refusé la coloscopie, même informé, et du coup Edreuil ne touchera pas un centime de cet arrêt qui pourtant va bouleverser nos pratiques. La première société savante qui va réagir sur cet arrêt Edreuil, c'est les anesthésistes, qui dès le début des années 2000, 3 ans après, vont vous donner des documents d'information très bien rédigés et qui ont fait que les anesthésistes sont les premiers à avoir rempli leur obligation d'information. Derrière, on doit informer et récupérer un consentement éclairé. La consultation en 1997, vous voyez, elle est à 22,85 €. En 1987, elle passera à 23 € en 2000. La consultation obligatoire d'anesthésie, c'est 95. Ah oui, ça c'est le décret de 95. Oui, oui, tu as raison. Mais sur les papiers d'information, c'est après. On va rajouter une ligne. Oui, je rajouterai une ligne sur le décret. En 1997, on est déjà à 60 millions de personnes. Vous voyez qu'on a augmenté. Et la population de plus de 75 ans a déjà atteint 10%. En 1999, on crée la CMU, couverture maladie universelle. Alors, il y a les CMUC, il y a une faute de frappe. Vous savez que ceux qui prennent les patients d'honoraires autour de vous, ou ceux qui reçoivent des patients, les patients CMU, vous pouvez les prendre et les faire payer. Il ne faut pas confondre les CMU et les CMUC. Les CMU sont des gens qui vivent de leur rente. Ils ont par exemple 30 appartements à Rennes et ils vont gagner chaque mois 25 000 € ou 30 000 € de ressources. En fin d'année, ils ont fait 300 000 € de chiffre d'affaires. Ils vont payer 7% de taxes et ils vont se payer une cotisation Sécu qui leur donne des droits à la Sécu, ça s'appelle les CMU. Et c'est en 1999 qu'on va créer la CMU-C pour les gens indigents qui gagnent moins de 730 € par mois. Alors là, ils sont en tiers payants et en soins gratuits. Mais des CMU complémentaires. Ce n'est pas des CMU. D'accord ? En 2000, la consultation passe à 23 €. En 2001, à nouveau, les médecins, les anesthésistes, en particulier les chirurgiens et les obstétriciens, on va leur mentir, puisqu'il y a un travail qui a pris presque 10 ans, qui est la CCM technique. On nous a promis qu'on payerait les actes avec des coefficients multiplicateurs, et les anesthésistes, les chirurgiens et les obstétriciens devaient avoir le plus gros coefficient, puisque ce n'était pas des actes répétitifs, ça demandait un niveau de spécialité. Et puis, dans la dernière ligne droite, la signature de la CCM, la CSMF a obtenu qu'on signe l'accord, mais sans aucune perte de revenus pour personne. Alors à ce moment-là, les chirurgiens anesthésistes obstétriciens ont vu leur point de travail être le plus bas de tous, puisqu'aujourd'hui, le point de travail, le point de responsabilité est plus important pour des pédiatres, des dermatos, etc. Les chirurgiens, parce que la CSMF, qui a des troupes qui sont essentiellement des médecins spécialistes non plateau-techniques, sauf pour les gastro, a obtenu que ça ne bouge pas. On a créé 18 chapitres, des milliers de tarifs différents. Mais ces milliers de chapitres différents permettent aux mutuelles aujourd'hui de savoir quelle est l'intervention du patient. Vous savez qu'on n'a pas le droit de donner le code CCM aux mutuelles, c'est strictement interdit. Par contre, vous mettez le montant de l'intervention, et comme chaque montant est spécifique, quand vous marquez 233,27 €, les mutuelles peuvent arriver indirectement à savoir quelle opération vous faites. En 2002, il y a une loi que je trouve plutôt très belle, qui est la loi Kouchner, qui donne aux malades le droit, un certain nombre de droits, en particulier sur l'information, leur dossier, etc., et qui va créer les CCI. CCI qui aujourd'hui représentent 60% des procédures contre les médecins, les commissions de conciliation et d'indemnisation. Bernard Kouchner et son équipe va estimer que quand c'était à l'époque, après le scandale de la clinique du sport à Paris, avec ses infections articulaires sous des problèmes de septique, on va estimer qu'il faut qu'on indemnise des patients qui ont des conséquences graves en lien avec les soins, même s'il n'y a pas de faute. Et l'idée de la CCI, c'est l'indemnisation des accidents médicaux non fautifs. Il n'y a pas de faute d'antibioprophylaxie, il n'y a pas de faute, par exemple, vous faites votre antibioprophylaxie pour une prothèse de hanche, il y a quand même un sepsis de hanche, mais c'est la faute de personne. Donc c'est soit l'établissement qui va indemniser jusqu'à une invalidité de 25%, et au-delà de 25%, c'est l'ONIAM qui va indemniser, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui est prélevé sur le budget de la Sécu et qui va indemniser les patients. Pour ça, il faut soit au-delà d'une invalidité de 25%, soit il faut des conséquences suffisamment graves dans la vie de tous les jours, soit un arrêt de travail de plus de 6 mois. Voilà, c'est la création des CCI. Et puis, dans la loi Kouchner, il y a une chose incroyable,
c'est qu'il va obliger les médecins à s'assurer. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a plein de médecins qui ne sont pas assurés. Jusqu'en 2002, il y a des médecins qui exercent la chirurgie et l'anesthésie sans assurance professionnelle. En 2002, Kouchner rend cette assurance obligatoire. Et puis, en 2002, à la fin de l'année, en décembre 2002, il y a à nouveau un grand bouleversement assurantiel, c'est la loi Abou. Il s'est passé en 1997 l'inversion de la charge de la preuve, c'est donc à nous prouver qu'on a informé, et ça a déclenché une crise assurantielle avec un certain nombre de procès qui sont perdus. Les assureurs vont quitter le marché. Or, à l'époque, on est en garantie trentenaire. C'est l'assureur au moment du fait générateur, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans qui m'assure, mais si cet assureur a quitté le marché, il n'y a plus d'assureur. Et un patient peut porter réclamation 10 ans après la consolidation. Si c'est un enfant, il peut porter plainte jusqu'à l'âge de 28 ans. Et il n'y a plus d'assureur. Alors la loi Abou va dire que dorénavant, on passe en base réclamation. C'est l'assureur qui vous assure au moment où le courrier arrive. Si demain, par un grand hasard, vous vouliez nous assurer chez nous tous ensemble, eh bien, dès demain, si vous avez un courrier, c'est nous qui vous couvrons, même si c'est un acte qui a lieu il y a 15 ans ou 20 ans. C'est la base réclamation. Il va créer... Quoi ? On est en prescription de 10 ans. C'est un acte il y a 9 ans et demi. Pas 15 ans. Oui, tu as raison. Un acte il y a 9 ans et demi, sauf consolidation, 10 ans. Isabelle a raison, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors après, sur la garantie, on va créer aussi la garantie subséquente. C'est le dernier assureur qui vous couvre pendant 10 ans après votre départ en retraite. D'accord ? Et là, à l'époque, je suis avec le bloc et on va travailler avec Jérôme Vert et Jean Marty sur le fait qu'il y a des trous de garantie. Que se passe-t-il si vous avez un enfant qui porte plainte 15 ans après votre départ en retraite alors que le contrat s'assure 10 ans ? Que se passe-t-il si on a un sinistre qui tombe à 9 millions d'euros alors que le plafond est à 8 ? Et on va se battre pendant 10 ans, à nouveau 10 ans, pour arriver en 2012, on y verra tout à l'heure, à créer le fonds d'indemnisation des accidents médicaux, qui fait qu'aujourd'hui, vous payez 25% sur vos contrats chaque année, pour adhérer, 25 euros, j'ai dit quoi ? 25 euros sur vos contrats, qui vont aller jusque en... Pardon, 25 euros sur vos contrats, qui va financer un fonds de mutualisation, ce qui fait que si vous avez une procédure 12 ans ou 14 ans après votre départ en retraite, c'est le fonds de mutualisation qui paye. Il faudrait que tu rajoutes Valérie Boyer, la députée de Marseille, qui a grandement aidé à cette loi. Je suis pas sûr. Sûr et certain. J'ai D'accord. participé au débat avec Jean Marty et elle à Marseille. Elle nous a beaucoup D'accord, donc elle nous a soutenus. Très bien. On la remerciera. Voilà. En août 2003, 21 août, réforme des retraites, harmonisation des durées d'assurance. 30 juin, c'est une loi sur la solidarité et l'autonomie des personnes âgées. Création du médecin traitant en 2004, qui va du coup faire arriver les contrats responsables. Alors juste un mot sur ça, parce que je pense que vous ne connaissez pas. En 2004, il y a un syndicat plutôt porté par des médecins généralistes qui arrive à convaincre Frédéric Van Ruggen que si on arrive à freiner l'accès aux médecins spécialistes, on fera des économies de santé. Et donc, il va expliquer qu'il faut que le patient, pour aller voir un spécialiste, passe par le médecin traitant. C'est le parcours de soins. Et à ce moment-là, la Sécu, pour responsabiliser les Français, elle dit, si vous allez voir un spécialiste sans passer par le médecin traitant, au lieu de rembourser 70% de la consultation à 23 euros, soit 15 euros, on ne remboursera que 30%, soit 7 euros. Il responsabilise. Les Français qui viennent voir directement un urologue comme moi, au lieu d'être remboursés 15 euros, sont remboursés 7 par la Sécu. Le problème pour les mutuelles, c'est qu'à l'époque, elles ont vendu des contrats tout risque. Si vous allez voir l'EG en direct ou pas en direct, nous, on rembourse de toute façon 23 euros. Ils complètent de 15 à 23 ou de 7 à 23. Mais tout leur modèle économique avait calculé de 15 à 23 pour le spécialiste. Et brusquement, les mutuelles sont en train de payer le désengagement de la Sécu. Alors les mutuelles vont taper du poing sur la table. Comme grâce à Juppé en 1997, elles siègent aux négociations conventionnelles à l'UNOCAM, elles vont faire pression. Et donc, on va créer pour les mutuelles un contrat responsable. C'est-à-dire que la mutuelle ne s'actionnera que si vous avez un comportement responsable. Les mutuelles vont faire signer un avenant contractuel à tous les adhérents aux mutuelles en France et elles vont gagner quelques centaines de millions d'euros puisqu'elles ne rembourseront plus les honoraires des médecins que les gens auront été voir en direct. Les contrats responsables seront réutilisés par la suite dans le contrat d'accès aux soins, l'avenant 8, et aujourd'hui dans l'Optamco, puisque les mutuelles se sont désengagées du secteur 2 avec ces accords malsains, c'est la Sécu qui paye, on y reviendra. Création du dossier médical partagé en 2004, qui ne fonctionnera pas, qui a coûté presque 1 milliard d'euros, réforme de la gouvernance, arrivée des médicaments génériques, et puis on va créer les ACS, aides complémentaires santé,
l'État va considérer manipulé par les mutuelles, que les gens qui n'ont pas de mutuelle ne peuvent pas se faire soigner correctement. Alors l'État va leur payer une mutuelle. C'est l'aide à complémentaire santé, qui aujourd'hui va toucher bientôt 7 à 8 millions de personnes. Si vous avez 25 ans, on vous donne 250 € par an pour payer une mutuelle. Si vous avez plus de 65 ans, on vous donne 700 € par an pour vous payer une mutuelle. Et en plus, dans la loi, les ACS sont passés en tiers payant total et entier, sans dépassement d'honoraires. En 2004, l'UCDF signe un accord avec la Sécu qui nous promet de nous donner des augmentations tarifaires pour nos actes. Vous êtes embarqués avec nous dans cette affaire. On nous promet le J et le K. Et puis en fait, on n'aura que le J. Le K sera donné au secteur 1, j'aime au secteur 2, que c'était promis. 2005, je siège à cette convention. Nouvelle convention, 0% d'augmentation de nos tarifs. Et puis on remet en question, grâce à la filière de soins, il y a des discussions sur la liberté de choix du patient qui ne peut plus choisir son spécialiste pendant un moment. 2007, élection de Nicolas Sarkozy. Les médecins sont plutôt de droite et tout le monde se dit super, avec Sarko, on ne risque plus rien. On va voir quelle cartouche on va prendre derrière. En 2006, mise en place du RSI, régime social des indépendants, qui vient de sauter cette année, qui a fusionné avec les caisses. Vous voyez qu'il n'aura pas tenu longtemps, il aura tenu 13 ans. Le RSI, en fait, n'a été qu'une étape, exactement comme ce qu'on nous propose pour les retraites aujourd'hui. Il y avait à l'époque des régimes professionnels pour les libéraux, les artisans, les industriels, les commerçants. On a dit on fusionne vos caisses dans le RSI, mais vous inquiétez pas, le RSI restera indépendant, jamais il disparaîtra. 13 ans plus tard, on supprime le RSI, on rentre dans la caisse. Voilà comment il aura fallu 13 ans pour faire disparaître les régimes indépendants, pour les rentrer dans le RSI, puis le RSI dans la caisse nationale. On a fait disparaître l'indépendance des professions. 2008, naissance de l'AL. Voilà. En 2008 aussi, on remplace le RMI par le RSA. Et puis le 21 juillet 2009, apparition de la loi hôpital, patient, santé, territoire. Barcelone, c'est quelle année? 2007 alors? Non, Barcelone, c'est avant, ouais. C'est 2004. 2004. C'est 2004, c'est avant l'accord d'août 2004. Elle existait déjà. Voilà, vous n'êtes pas tous d'accord. Ben, pas de Elle souci, existait. pas de souci. Oui, parce Il faut que- juste que... Oui, il y avait Kirin. Pas en tant Le que syndicat, syndicat. c'est 2008, il y a raison, c'est Voilà. où c'est. Donc l'association doit exister avant, mais j'aimerais que vous me donniez la date, je le mettrai. Donc la loi HPST, Camus. on a vu que Juppé a créé le PLFSS, a créé l'ONDAM, a créé les ARH, a créé l'UNOCAM. En gros, il a commencé à structurer la mise sous contrôle des dépenses. La loi HPST, elle va aggraver les choses. Elle nationalise l'hôpital public et les cliniques privées. Elle donne 100% de puissance de feu aux agences régionales de santé. Elle crée les URPS pour nous donner l'illusion d'avoir une représentation. URPS qui, on voit bien, a permis à un certain nombre de syndicats de collaborer à des projets, y compris des projets antilibéraux. Et puis, elle met en place dans les hôpitaux des nouvelles règles de gouvernance, les chefs de pôle, etc. Et en quelque sorte, elle va nationaliser tout le système. Elle va réformer la PDSES, puisqu'à l'époque, les libéraux sont très actifs dans la permanence des soins. Elle diminue le nombre de secteurs de garde par 3. Et elle est en train, grâce à la loi HPST, d'arrêter la garde et la permanence des soins dans plein de territoires à minuit, voire à 10 heures. Puisque en 2004, on avait obtenu une certaine indemnisation de la garde. Comme ça coûte trop cher, la loi HPST a prévu de supprimer les médecins libéraux dans la garde. Ce qui explique aujourd'hui la crise des urgences, avec en plus la fermeture de 100 000 lits d'hospitalisation. On y viendra en une minute. 2010, naissance du bloc. Saint-Goff, AL, UCDF se réunissent. En 2010, on a à nouveau une évolution d'un point de vue de la responsabilité médico-légale, d'un point incroyable, c'est le préjudice d'impréparation reconnu par la Cour de cassation en 2010 et 2012 par le Conseil d'État. On va considérer qu'un malade qui n'a pas été informé sur un risque qui se produit dans le cadre d'une chirurgie qu'il aurait faite de toutes les façons, doit être indemnisé pour le préjudice de ne pas avoir pu se préparer psychologiquement à la complication qui survient. Le dossier vient d'un dossier d'urologiste, une prostatectomie radicale. Le patient est impuissant. Il attaque en Cour de cassation en disant « J'ai un cancer de prostate, je me serais fait opérer, mais si j'avais appris que je risquais d'être impuissant, je me serais préparé psychologiquement, moi et ma jeune femme, sur le fait que je ne banderais plus. » Alors on l'indemnise pour un préjudice d'impréparation qui varie en moyenne entre 1 000 et 10 000 euros. Le plus gros qu'on ait vu aujourd'hui, c'est 40 000 euros. Mais et c'est un préjudice autonome. C'est-à-dire qu'il est tout seul et ce préjudice-là a une valeur. Préjudice d'impréparation. En novembre 2010, l'âge légal de la retraite va commencer à augmenter, 60-62 ans, et le taux plein 65-67 ans. Vous voyez que c'est 30 ans après le cadeau de François Mitterrand. Ça fait 30 ans qu'on a donné trop d'argent et maintenant on essaye en 2010, sous Sarkozy, de redresser les choses. 2011, 9e convention nationale, 0% d'augmentation de nos tarifs, rémunération à la performance, qui est une insulte à l'indépendance des médecins.
élection de François Hollande en 2012. Et là, on se dit, on va reprendre une cartouche, c'est l'avenant 8, les contrats d'accès aux soins. Et là, à nouveau, on essaie de nous expliquer comment il faut qu'on rentre dans un contrat d'accès aux soins, des engagements de pas dépassement d'honoraires, de nous contrôler, etc. Et dans ce contrat d'accès aux soins, ce contrat d'accès aux soins, les mutuelles vont rentrer en plein de jeu pour faire en sorte qu'elles ne remboursent plus les gens en dehors du contrat d'accès aux soins, ou aujourd'hui, en dehors de l'Optamco, elles vont gagner quelques centaines de millions d'euros de bénéfices de plus. En 2012, c'est la loi Fourcade. Et dans la loi Fourcade qui met une couche sur les ESPIC, qui ont été créés par la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire en 2010, à l'époque, quand les ESPIC ont été créés par la loi HPST, je m'étais dit, pourquoi on crée les ESPIC? Il y a déjà les établissements PSPH. Pourquoi on crée une nouvelle structure de soins? En fait, ça a permis de gommer toute la législation et jurisprudence sur les PSPH pour permettre aux établissements qui basculent en ESPIC de bénéficier d'un GHS public avec des libéraux et de les mettre complètement sous contrôle et de prévoir dans les ESPIC la suppression de capacité de dépassement d'honoraires. Le texte est flou, tellement flou que les ESPIC se créent et que les médecins libéraux dans les ESPIC négocient avec les établissements des rémunérations différentes du tarif opposable. Alors en 2010, c'est la loi Fourcade qui dit que c'est terminé, qu'il y a 3 ans de faire disparaître tout ça. En fait, il ne se passera rien et il faut la loi Macron de cette année pour dire que maintenant il y a 5 ans pour régler le problème. Mais je pense qu'on peut faire en sorte qu'il ne se passe à nouveau rien. En tout cas, en 2010, on crée le fonds d'indemnisation des accidents médicaux qui donc intervient au-delà des plafonds et au-delà de la garantie subséquente. En 2014, on allonge la durée de cotisation pour les retraites, on instaure un compte pénibilité. Je l'avais noté parce que le compte pénibilité prévoit que les gens qui ont des travails de nuit, des travails de week-end, qui font les 3-8, etc., font partie. Mais les médecins ne sont pas dedans. Donc moi, je veux que les médecins aient un compte pénibilité parce qu'on a des carrières pourries et des risques cardiovasculaires. En 2015, là, on vous remet en mouvement, on organise une manifestation nationale. Il faut quand même dire qu'on n'a pas eu de bol sur la dernière manifestation qu'on a faite parce qu'on a eu, la première fois qu'on a bougé, on a eu un attentat à Toulouse avec en particulier ces enfants dans une école juive qui ont été tués à bout portant. Donc on a levé notre grève. On recommence ensuite en janvier l'année suivante et on a l'attentat de Charlie Hebdo. Et on recommence en novembre l'année suivante et cette fois-ci on a l'attentat du Bataclan. Et là, moi je suis dans Paris, on est à Paris, on a bloqué le périph' parisien avec les équipes de l'UFML, toutes les voitures qui ont bloqué le périph'. Grâce à ça, d'ailleurs, il y a un terroriste qui n'arrivera pas au stade de foot. Et les renseignements généraux m'appellent et me disent voilà, on a à nouveau un attentat dans Paris, on vous demande de lever la grève. Et moi je dis vous n'aurez pas 2 fois, vous avez déjà fait le coup de Charlie Hebdo, je comprends, mais là, et la me dit remettez-vous devant un écran de télé, s'il vous plaît, regardez un écran de télé. Et dans les rues de Paris, je regarde un écran de télé et je vois abasourdi le fait qu'il y a un nouvel attentat. Et là, on a demandé à tous les collègues de reprendre le boulot, on vous a arrêté la grève, on a réouvert les cliniques et Marisol Touraine a donné comme consigne qu'on n'adresse aucun médecin en privé. Et donc, toutes les équipes libérales avaient repris le boulot, en particulier en région parisienne, des équipes SOS ou ailleurs. Et tous les malades, en gros, étaient à Saint-Louis, à la Pitié ou ailleurs. Mais il n'y a pas un malade qui a été. Alors, les confrères libéraux ont ensuite rejoint les équipes de soins dans les hôpitaux publics, ont été bénévolement donnés un coup de main. Mais il y a eu 0 malade. Et donc, on a été à nouveau décapité pour notre capacité de faire grève. Parce que là, il y avait une bonne opportunité. On était bien là, hein. On était très très bien. À Paris ou ailleurs, il y avait déjà presque 36 heures d'attente. Les équipes SOSMA avaient tout bloqué. On avait tout bloqué, c'était la 3e fois, on était prêts. On avait tout préparé avec les renseignements généraux, c'était vraiment, mais on ne peut pas faire autrement. En 2015, la loi Touraine, elle profite. Ouais, mais généralisation du tiers payant. Et sur là, on va se battre d'un point de vue judiciaire. On fait rendre hommage au syndicat des femmes dentistes. À qui on a travaillé et on va gagner sur le tiers payant, sur l'arrêt donc Mercier qui dit qu'on ne peut pas faire un tiers payant total et entier. Moi je rencontre à ce moment-là Nicolas Sarkozy, on en parle et on lui explique et il a joué dans notre sens comme les autres que s'il y a un tiers payant total et entier, c'est la perte de l'indépendance des médecins qui rendront des comptes aux tiers payeurs et qui ne rendront pas des comptes à leurs patients et c'est sur ce point-là qu'on a gagné. À l'époque, vous voyez que les dépenses de santé sont à 8,5% du PIB. C'est la 40e version de la CCM. On crée les ACS. Alors les ACS, aides complémentaires santé, j'en ai parlé, sont des gens à qui on offre une mutuelle, il faut qu'ils gagnent moins de 980 € par mois. Ça monte en puissance. Et puis dans la loi Touraine, comme elle a été emmerdée par les chirurgiens, les anesthésistes-obstétriciens, elle décide de supprimer le collège 2. On n'a pas réussi à réintégrer. Et on verra aux prochaines élections des URPS ce qui va se passer. En 2015, les dépenses de santé, c'est 182 milliards d'euros.
En 2016, les complémentaires en santé vont travailler avec le pouvoir politique, Marisol Touraine, et ils vous ont imposé en tant qu'employeur de créer une mutuelle à tous vos salariés. C'est l'accord ANI pour faire en sorte que tous les Français aient une mutuelle obligatoire. Ils ont un peu dérapé parce que l'accord ANI initial au départ avait prévu qu'il n'y aurait qu'à peu près 3 opérateurs de mutuelles ou 4 qui pourraient vendre de l'ANI. Et en fait, un certain nombre de mutuelles plutôt bienveillantes ont attaqué en Conseil d'État et elles ont gagné le fait que n'importe quelle mutuelle peut faire de l'ANI. Et ça a un peu sapé la base d'un certain nombre de mutuelles. La mutuelle, c'est l'accord national interprofessionnel qui crée la mutuelle obligatoire pour les salariés. En 2016, dernier projet de loi porté, le dernier PLFSS, et dans le PLFSS de Marisol Touraine, vous voyez apparaître la PUMA, qui est la protection maladie universelle, qui donne une carte vitale et des droits à la Sécu pour toute personne résidant sur le territoire national, qu'elle ait cotisé ou non à l'assurance maladie. C'est l'article 59 de la loi. Et puis elle prévoit la mise en place des réseaux. Donc l'Union des caisses nationales d'assurance maladie peut passer des accords pour conclure des accords à l'échelon local ou national avec des distributeurs de produits et prestations de santé. Mettre en place des réseaux de soins. On s'est battu énormément avec l'AL sur ce sujet. Pour l'instant, aucun réseau de soins ne prend des médecins, puisqu'en Conseil d'État, on a gagné. Je rappelle quand même cette phrase qui résume bien la volonté du pouvoir politique et de think tank où siège Mme Brigitte Dormont, qui rappelle que le tiers payant généralisé est obligatoire. C'est la mort annoncée de la médecine libérale, mais c'est une bonne chose. La médecine libérale n'est pas compatible, selon elle et selon les socialistes qui portaient ce projet de loi, avec notre système d'assurance maladie solidaire. Le tiers payant est une arme pour imposer les directives nationales, prescription des génériques, ouverture des cabinets. Le tiers payant rend les médecins dépendants du financeur. Bien, et donc, voilà, tout est dit là-dessus. Alors, on continue. En 2016, 10e convention. On y siège. Moi, j'y suis pas cette fois-ci. Mais le Bloc va négocier l'Optam et l'Optamco. Le Bloc n'a pas oublié les anesthésistes. Il voulait l'Optamco pour les anesthésistes. Mais la Caisse nationale n'a jamais rien voulu entendre. Et vous avez obtenu l'Optam comme les spécialités médicales. Moi, j'aurais souhaité que vous soyez Optamco. L'Optamco a été une vraie opportunité, et l'Optam, une vraie opportunité financière pour les gens qui avaient des petits dépassements d'honoraires. Pour moi, c'est un accord malsain au service de la profession, puisque l'assurance maladie augmente son tarif opposable, les mutuelles ne remboursent plus des dépassements d'honoraires en dehors du secteur 2, enfin en dehors du secteur 1 Optamco. Donc les mutuelles ont gagné quelques centaines de millions d'euros de bénéfices, et c'est la Sécu qui a augmenté son tarif opposable. Donc quelque part, voilà. En 2017... Pourquoi tous ces cadeaux aux mutuelles ? Parce que, alors on va y venir, j'ai quelques chiffres à donner après, tu connais ma position sur les mutuelles, je vais y venir juste après. Je vais vous dire pourquoi. Après, en 2017, là, il y a un début de réforme catastrophique que Macron va terminer. J'ai presque fini, j'ai plus que 3 diapos. Une réforme dramatique. En 2017, Marisol Touraine va réformer les études médicales en créant une phase socle, une phase d'approfondissement et une phase de consolidation. Elle réforme tout l'internat. L'objectif principal, c'est d'abord, on va créer moins de spécialistes, un certain nombre de spécialités qui sont en crise, et 2, ils ne pourront pas être anciens chefs de clinique ou anciens assistants. Donc, ils ne pourront plus jamais s'installer en secteur 2. La réforme est validée en 2017 par le gouvernement de Marisol Touraine. Mai 2017, élection d'Emmanuel Macron. 2018, le RSI est rattaché au régime général. Il vient de disparaître. Les dépenses de santé en 2018, c'est 185 milliards d'euros. 2018, l'avenant 11, création des CPTS et des GHT. On a vraiment le sentiment qu'on veut continuer à nous dominer. Les CPTS, en discutant avec Revel l'autre jour, je me suis rendu compte d'un truc incroyable. Revel est persuadé qu'il n'y a aucune collaboration entre nous, anesthésistes, chirurgiens, médecins généralistes, cardiologues. Il pense qu'il n'y a aucun contact. Donc il veut nous obliger à travailler dans des coopérations professionnelles de territoire de santé et dire, parce que de toute façon, aujourd'hui, vous ne collaborez pas. Donc on va créer des CPTS pour vous obliger à collaborer, pour vous aider à collaborer. On vous donne les outils qui vous permettent de collaborer. Je dis, monsieur, on collabore tous les jours. Alors là, monsieur, excusez-moi, non, on voit bien dans les résultats, vous ne collaborez pas. Ils sont complètement... C'est des non-sachants. Ils vont créer les CPTS et les GHT ou d'autres choses pour nous contrôler. Et les CPTS, dans l'objectif des CPTS, une fois qu'on aura créé un PTS où il y aura par exemple 20 ou 25 professionnels de santé, on fera le financement par la tête du CPTS et plus le financement des praticiens à l'acte. Et on voit arriver dans nos professions le paiement au forfait de soins, c'est-à-dire qu'on va décider que pour une prothèse de hanche, c'est en train d'arriver dans l'établissement, on met 30 000 euros sur la table, et c'est l'établissement qui appartient à un groupe qui décide de comment il répartit les 25 000 euros. Un peu l'anesthésiste, un peu l'orthopédiste, un peu le médecin généraliste, un peu le SSR, et c'est lui qui gérera l'enveloppe.
L'idée simplement pour la Sécu, c'est d'avoir des enveloppes forfaitaires et pas s'intéresser. Et vient d'arriver le décret qui permet dorénavant de faire de la rémunération forfaitaire à la pathologie et plus à l'intervention. Pour par exemple le cancer de prostate, on donnera 30 000 €. Ils ont vu que le cancer de prostate depuis 30 ans, combien coûte un cancer de prostate, quelle enveloppe on donne et à qui on la donne. Et cette enveloppe sera répartie entre professionnels de santé via des CPTS ou non, ce qui est pour moi dramatique. En 2019, la population française atteint 67 millions de Français, pas 70. Et la population de plus de 65 ans fait déjà 20% et ça va continuer à augmenter. Le 1er novembre 2019, on vient de fusionner les CMUC et les ACS dans une nouvelle organisation qui s'appelle les complémentaires santé solidaire, la CSS, qui va reprendre la Puma, etc. Là, à nouveau, il y a une volonté de donner de plus en plus de soins gratuits et pas chers à plein de gens, qui va faire aussi augmenter les dépenses de santé. 2019, dernière loi santé, et j'en terminerai, on a nationalisé l'hôpital public avec la loi HPST, on a nationalisé les libéraux comme nous avec la loi Touraine, et là, on détruit les études médicales avec la loi santé Macron, qui, si je dis que c'est une dictature parlementaire, c'est que toute la loi santé aujourd'hui, il n'y a que 30% qui ont été discutés parlementaires, tout le reste sortira en décret. C'est pour ça qu'on n'a aucune idée. Premièrement, on supprime la sélection. On supprime la sélection en PACES, on supprime la sélection à l'internat et on supprime la sélection pour les praticiens hospitaliers. Ces 3 concours disparaissent pour des examens simples dans lesquels on remet un peu d'oral, un peu de stage, un peu de trucs, ils n'en savent rien. Et surtout, on continue à valider la réforme de 2017 portée par Touraine. Une fois qu'on a supprimé les concours, on va mettre en plein recrutement tous les PADU. Alors le recrutement des PADU, c'est les praticiens à diplôme extra-Union européenne. L'idée principale, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de praticiens à diplôme extra-Union européenne qui sont embauchés dans les hôpitaux comme praticiens contractuels attachés. C'est des collègues qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Syrie ou ailleurs, qui sont dans des situations économiquement difficiles. Là, on va les mettre en plein exercice, sans même un contrôle de l'ordre national ou de leurs compétences, ce qui, moi, me paraît une dégradation. Et puis, dans la loi santé, il y a la recertification. C'est Serge Juzan, qui est vice-président de l'Ordre national, qui travaille actuellement sur un décret qui n'est pas débattu par les parlementaires pour nous obliger tous les 5 ans à nous recertifier au niveau des conseils départementaux de l'Ordre des médecins. Alors, l'état des lieux, pour faire encore 4 diapos, je crois que personne ne dort et personne n'est parti, alors je vais finir. Souvent, on vous parle des dépenses de santé, et par exemple, si on prend 2008, on nous dit 215 milliards de dépenses de santé, puis après on nous dit 170 milliards. En fait, il y a des dépenses de santé, 215 milliards, dépenses de santé courantes, DCS, dans lequel il y a aussi du médico-social. Mais notre dépense à nous, médecins, c'est essentiellement le CSBM, qui est la consommation des soins et biens médicaux, qui est de 170 milliards. Ça représente 2 650 € par habitant. En 2019, c'est 203 milliards, 2 900 € par habitant. Alors après, on parle du reste à charge des foyers. Aujourd'hui, sur 2 900 € de dépenses par habitant, il y a 2 000 € remboursés par la Sécu, 200 € payés par le ménage et 700 par les complémentaires. Je rappelle juste que les complémentaires, elles sont payées par les ménages. Donc quand on vous donne ces 200 €, c'est faux. Les complémentaires ne veulent pas qu'on dise qu'en fait, il y a 900 € payés par les ménages. Les complémentaires aujourd'hui, et c'est l'avant-dernière diapo quasiment, les complémentaires de santé, elles ont fait 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2000. Elles vont atteindre cette année les 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les frais de gestion des mutuelles, c'est 20%, 8 milliards. Il y a 2 milliards qui ont été donnés l'an dernier à la télévision française et aux médias. 2 milliards. Pensez qu'avec les quelques milliers d'euros de l'AL et les quelques milliers d'euros du CDF, on n'est pas prêt de combattre les 2 milliards donnés aux télévisions et 2 milliards de fonds de réserve. Les mutuelles aujourd'hui, c'est le premier annonceur publicitaire en France. Elles ont des stades de foot, des équipes de rugby, ce que vous voulez. Elles financent tout ce qu'on veut et elles financent tous les partis. Pour vous donner un ordre d'idée, les dépassements d'honoraires, appelés honoraires libres, c'était 2 milliards en 2000, c'est passé à 2,4 milliards en 2019. En chirurgie, c'est 400 millions d'euros par an. Ce qui veut dire qu'en un an de chiffre d'affaires, les complémentaires santé, 40 milliards cette année, elles font un siècle de dépassement d'honoraires des chirurgiens. Un siècle. 100 ans. Si on accumule les chiffres d'affaires des mutuelles de 2000 à 2019, 20 ans, ça représente les dépassements d'honoraires de tous les chirurgiens français de Jésus-Christ à aujourd'hui, soit 2019 ans. Pour vous dire que les complémentaires, elles font beaucoup d'argent. Alors les hôpitaux, 3050 structures, on s'en fout. Ce que je viens de demander par là, c'est que les durées moyennes de séjour sont divisées par 2 depuis 1975. 46% des établissements de santé sont déficitaires.
En 97, on avait à peu près 550 000 à 600 000 lits. On n'en a plus que 400 000, ce qui explique l'embouteillage des urgences. Je voulais vous mettre ces courbes parce qu'elles me paraissent intéressantes. Ça, c'est l'espérance de vie. Les guerres napoléoniennes, les guerres 14-18, 39-45, l'espérance de vie ne fait qu'exploser. Si elle explose, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on s'est rendu compte que les consommations courantes des soins médicaux, ces deux seules courbes qui sont toujours parallèles, suivent exactement le gain d'espérance de vie. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'on coûte trop cher, peut-être, mais si cette courbe-là, la courbe de dépenses, un jour, vous êtes sûr que la courbe d'espérance de vie, elle suit. Les deux sont absolument liés. Depuis des années, ça fait 65 ans que ces deux courbes sont toujours collées côte à côte. Si on augmente l'espérance de vie, on augmente les dépenses de santé. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Notre système est le meilleur système au monde, le reste à charge le plus bas du monde. Les revenus faibles, en dessous de 1 000 euros, payent 0 euros. 0 euros pour les CMUC, les ACS, les AME, qui sont les étrangers en situation régulière depuis plus de 3 mois. Bientôt, 90 à 100% des Français auront des mutuelles, puisqu'on leur offre, et ces gens-là sont en tiers payants. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur le secteur 2 ? On vous dit qu'aujourd'hui, on l'a encore redit dans la presse cette semaine, les Français indigents qui n'ont pas d'argent n'ont pas accès aux soins. C'est faux. Ils n'ont pas accès aux soins aujourd'hui dans 3 domaines, et le gouvernement Macron vient de le changer. C'est les dents et les lunettes, l'implant, la lunetterie. Et quand ils n'ont pas accès aux soins à nos métiers de médecins, c'est que souvent, géographiquement, il n'y a pas de médecins. Et ça, il y a une réalité, mais c'est vrai, pour les indigents et pour les autres, ça ne change rien. Pour le secteur 2, 40% de nos actes sont tarifs opposables stricts, donc les dépassements d'honoraires sont partout. Dans tout le territoire national, vous avez toujours une offre de soins au tarif opposable. Partout, il y a des hôpitaux publics qui peuvent recevoir de juin. Il n'y a qu'un seul département avec une équipe d'orthopédistes où ils sont à 100% en secteur 2 et il n'y a pas d'offre alternative. Quand on regarde les prothèses de hanche, plus de 50% des prothèses de hanche sont faites au tarif opposable. Il y a toujours une offre de soins. L'appendicectomie, 85% sont faites au tarif opposable. Et le dépassement moyen de tous nos actes, c'est 50%, soit 11 euros en moyenne de dépassement par consultation, ce qui fait un paquet de cigarettes ou une place de cinéma. Voilà, je vais arrêter là. Ça c'était des chiffres pour nous donner que... Mais là, vous êtes tous anesthésistes, c'est plus compliqué. Il faut apprendre à nos confrères, quand ils s'installent, ce que je fais, que nos entreprises sont des entreprises libérales. Et on doit savoir le coût de revient qui nous coûte à peu près, pour vous avec des IAD plus cher. Vous êtes probablement... Est-ce que vous savez le coût de revient de vos entreprises d'anesthésie ? Oui. Vous devez être à 80 ou 90 euros de l'heure, minimum. Ça, c'est votre coût de revient et vos coûts de travail. D'accord ? Donc ensuite, il faut, selon si vous êtes... Mais je pense que vous êtes plus... Mais ce serait intéressant que vous travailliez là-dessus, parce que ça donne des arguments pour expliquer qu'une entreprise libérale d'anesthésie, c'est peut-être 150, 200 euros de l'heure, j'en sais rien. Mais il faut apprendre à travailler comme ça. Récupérez vos bilans comptables, apprenez à chiffrer sous l'entreprise, voilà ce que coûte à peu près un cabinet médical, et après vous pourrez mieux vous défendre. Et nous, en tout cas, en tant que chirurgien au bloc, quand on opère, on est déjà à 125 euros de l'heure. Donc quand on calcule l'aide opératoire, la location de la salle, la RCP, et quand on voit les actes de nos chirurgies, par exemple une castration chirurgicale pour cancer, c'est payé aujourd'hui par l'assurance maladie. Ça nous prend donc 1h30 de table à table. À 125 euros de l'heure, ça nous coûte 187 euros. Le coût total avec le temps post-opératoire, c'est 272 euros pour mon entreprise libérale. La Sécu aujourd'hui, elle me paye 139 euros. Ça me coûte 262. Mon entreprise libérale perd, à chaque fois que j'opère un malade, 130 euros. Je n'ai pas le choix, il faut que je fasse des dépassements d'honoraires. Si je fais un dépassement d'honoraires de 140 euros pour ma chirurgie payée par la Sécu, 139, je vais gagner 20 euros pour 1h30 de travail. Il faut qu'on apprenne à raisonner comme ça. Quand on fait une néphrectomie, ça me coûte dans mon entreprise libérale 587 euros. Les 3 heures d'intervention, les 2 heures post-opératoires, 587. La Sécu aujourd'hui me donne 454 euros. Je perds 130 euros si je n'ai pas la capacité de faire des honoraires libres pour compléter les honoraires que la Sécu me donne, qui sont insuffisants. Quand on se déplace la nuit pour faire un sondage, on a le droit à une majoration de 25 euros. Le sondage urinaire, c'est 14 euros. J'ai perdu 1 à 2 heures de sommeil. Je suis payé 39 euros pour venir sonder un malade à 3 heures du matin. Voilà, ça c'était sur les retraites. Juste un peu d'historique, puisque vous ne dormez toujours pas. Aujourd'hui, les régimes spéciaux représentent 2 millions de personnes. C'est ça qu'ils veulent fusionner, je suis désolé. Voilà, tout ça c'est les régimes. J'ai vu qu'il y a des régimes pour les militaires, les clercs employés de notaire, les marins, l'Assemblée nationale, les sénateurs, le ministre du culte. J'ai oublié de parler tout à l'heure de SNIRAM. Juste une information, aujourd'hui, toutes les caisses de Sécu ont adhéré au SNIRAM, qui est une base de données Sécu, sauf 2 régimes qui ont refusé d'adhérer au SNIRAM pour pas que les données santé leur filent, l'Assemblée nationale et les Sénats. Le ministre du culte, donc les prêtres, ils ont une retraite particulière. Voilà. Ça, c'est toutes les retraites spécifiques qui